la grande interview ce midi avec Vincent Mortier. Bonjour. Bonjour Aude. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des gestions d'Amundi. Alors toutes les maisons de gestion, les banques se prêtent au jeu des prévisions. La question du moment, c'est l'Amérique va-t-elle tomber en récession? Alors vous, quelle est votre prévision? Alors, avant les annonces de l'administration américaine sur les droits de douane, on était sur une croissance américaine qui décélérait, qui allait au potentiel, c'est-à-dire 1,5, 1,8 par an. Bon, évidemment, les annonces amènent à revisiter ce paysage. Alors, chaque jour amène son lot de surprises. Globalement, notre scénario est que l'économie américaine est vraiment en fin de cycle et tout cela va accélérer le fin de cycle. Donc, on est sur une économie qui va être plutôt stagnante. On n'est pas encore sur un scénario de récession, mais la marge de manœuvre entre une stagnation et une récession est assez étroite. Et chaque jour qui passe amène son lot d'incertitudes, de retard de décision d'investissement, de consommation qui est un peu plus compliquée aux États-Unis. Et donc tout ça va, quoi qu'il advienne, tout ça va laisser des traces. Et le conservateur américain, qui est le support, qui est la clé de voûte de l'économie américaine, va commencer sans doute à être un peu plus prudent. Elle va avoir moins de capacité de oui, c'est ça, ça passerait par quoi ce ralentissement quand même? Si on est autour de 0,05%, c'est quand même déjà une baisse énorme. Et ce serait surtout une baisse de la consommation. Alors, la consommation de ménages, avec un cercle un peu vicieux, des taux plus hauts amènent forcément une capacité moindre à s'endetter, un effet richesse, alors même si les marchés sont un peu revenus, mais psychologiquement c'est quand même assez important. Un marché de l'emploi qui va commencer à devenir plus compliqué, et on sait bien que c'est un support très important pour le moral américain. Toutes les enquêtes avancées d'indicateurs aux États-Unis montrent une forte dégradation de la confiance du consommateur, à un moment où il épargnait très peu, donc il va sans doute se remettre à épargner, et ce faisant à moins consommer, plus l'impact inflationniste des droits de douane, qui va aussi, en termes de volume de consommation, ça va forcément avoir un impact, et aussi l'investissement des entreprises dans un contexte incertain. Qui attendent. Voilà, c'est compliqué de faire un investissement sur les 10-20 prochaines années, alors que tout peut être remis en cause demain par un décret présidentiel. Donc que ce soit domestiquement ou des étrangers pour investir aux États-Unis, il y a un attentisme qui forcément aura un impact sur la conjoncture américaine. Comment est-ce que vous mettez à jour vos prévisions? Là, par exemple, pour le week-end, on a eu l'exemption des droits de douane à 145% donc pour, de la Chine, les produits technologiques. Ça change quand même pas mal de choses, mais ça change tous les jours. Donc, vous faites avec une grosse fourchette en fait, de prévisions? Oui, alors là, il faut être très humble, parce que c'est extrêmement compliqué même si on avait des modèles très, très intelligents, les paramètres sont tellement changeants. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de séparer ce qu'on appelle le bruit de tendances plus structurelles. Il y a énormément de bruit. Je pense que depuis l'élection de Donald Trump, il y a eu plus d'une annonce significative par jour. Ça, c'est le bruit. Mais derrière le bruit, il y a des effets, il y a des convictions de long terme de l'administration qui donnent une tendance. Et votre invité précédent l'a évoqué. Et donc ce qui est important, c'est de voir, au-delà du bruit, est-ce qu'il y a des raisons de changer fondamentalement les modèles de valorisation, les modèles de prévision économique? Et la réponse est en fait oui. C'est-à-dire, est-ce que l'économie américaine est toujours exceptionnelle? C'était le narratif jusqu'à maintenant. Bon, la réponse est chaque jour qui passe, un peu moins. Donc est-ce qu'il faut une surprime pour les actifs américains? Beaucoup d'investisseurs commencent à dire peut-être pas. Pourquoi je paierais plus cher, finalement, en relatif, un actif américain par rapport à un actif européen ou chinois ou japonais? Ouais, et vous allez nous dire comment vous arbitrez tout ça, mais en tout cas séparer le bruit des vrais effets, c'est ce qu'avait dit Jérôme Powell d'ailleurs. Que peut faire la Fed face à un ralentissement américain? Elle a quand même l'emploi. Alors Powell a déjà donné des indications dans sa dernière conférence de presse qui sont passées un peu inaperçues. Il a dit deux choses intéressantes. La première, c'est l'inflation liée aux droits de douane est transitoire. Alors vous vous rappelez le narratif transitoire. Mais il a dit il n'y a pas longtemps qu'elle était plus élevée que prévu quand même. Oui, mais transitoire. Donc comme c'est un effet de seuil... Ça veut dire qu'elle va bouger tout de suite. Ça veut dire qu'en fait, la Fed se donne la possibilité de baisser les taux pour pouvoir supporter l'économie
Et donc le mandat sur l'emploi va sans doute prévaloir sur le mandat sur l'inflation. Donc nous, on attend toujours des baisses de taux de la Fed cette année. On est sur 3 à 4, plutôt 3. Le marché a été très volatile autour de ça, de 0 à 4, puis bon. Nous, on a toujours été sur 3, mais uniquement parce que l'économie américaine ralentit. Après, il a dit autre chose. Il a diminué très fortement le programme de rachat, de baisse du bilan de la Fed. Ce qu'on appelle le quantitative tightening. Pas diminuer la liquidité. Et non, alors ce faisant, en fait, il prépare le marché pour pouvoir, à un moment donné, revenir en quantitative easing, donc à intervenir dans le marché, pour pouvoir faire en sorte que les taux longs américains ne montent pas trop. Là, on est à 4,5 sur le 10 ans US. On était à 4 en début de semaine dernière. 4,44 ce matin. À 4,44. Le 10 ans US qui perd 5% quasiment en une semaine, c'est énorme. Et on sait très bien que l'économie américaine, au-delà de 4,5-5%, elle ne peut pas supporter des taux longs à ces niveaux-là. Le marché de... Donc là, il interviendrait à de quel seuil d'ailleurs? 5%, c'est un peu le seuil magique que le marché a en tête. Parce qu'au-delà de 5, même le marché immobilier américain commencerait à avoir un petit coup de pression et de chaud. Les Américains qui sont à taux variable. Alors, en général. De moins en moins, mais même sur les faits, c'est juste de l'allocation d'actifs, c'est-à-dire et la capacité d'emprunter à nouveau à des taux décents serait diminuée, donc les prix de l'immobilier baisseraient à ce moment-là, et pour l'effet richesse, c'est très important. Donc la Fed devrait, de mon point de vue, revenir. Et ce serait quoi la mesure la plus proche, ce nouveau quantitative easing ou alors la baisse de taux? Alors d'abord la baisse de taux court, puis plus tard dans l'année, si les taux continuent à se tendre, une intervention directe pour acheter concrètement de la dette américaine dans le marché. Si on fait un tour d'horizon des classes d'actifs, d'abord de manière générale, qu'est-ce qui est encore investissable aujourd'hui? Tout dépend du prix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais actifs en tant que tel, c'est une question de prix. Il y a encore beaucoup de situations nous qu'on aime bien aujourd'hui au prix actuel en Europe, en Asie. Aux États-Unis, il faut être hyper sélectif. Le marché a été d'une volatilité assez unique, y compris au sein d'une journée. On a eu des mouvements de 6-8%. Alors si vous êtes un trader ou très court-termiste, il y a plein d'argent à se faire ou à perdre. De manière plus long terme, les marchés américains ont clôturé hier à peine 5% en dessous de leur niveau d'avant annonce des barrières douanières. Donc on ne peut pas dire que le marché aujourd'hui aux États-Unis intègre vraiment un scénario de ralentissement fort ou un scénario de récession. Mais est-ce que c'est le moment de se renforcer aux États-Unis sur les actions? C'est un peu cher. C'est encore cher? Ah oui. Parce qu'en fait, la baisse a été retracée de manière assez forte. Donc on a toute petite baisse finalement. Alors est-ce que, au contraire, c'est une bonne idée de shorter le marché du coup? Alors, ça peut être une stratégie. Alors, shorter le marché, ça peut être coûteux aussi. Bien sûr. Donc c'est plus en termes d'allocation. De notre point de vue, il vaut mieux être un peu sous-pondéré action américaine, plutôt privilégier les valeurs un peu traditionnelles, un peu ennuyeuses, et pas forcément les grandes valeurs de croissance, et repondérer vers l'Europe et surtout l'Asie, qui, elles, sont beaucoup moins chères. L'Asie, de manière globale, Inde, Chine, Japon, qui elles, ont un retard assez important de valorisation, et l'Europe, où il y a encore pas mal de secteurs qui n'ont pas bénéficié de la hausse, qui ont corrigé à la baisse, et sur lesquels on peut trouver, pour le long terme, des valeurs solides, avec un bon... Et c'était quel secteur pour vous? Parce que depuis le début de l'année, il y avait la banque qui avait pas mal performé, mais elle est très exposée à l'économie mondiale. La banque a beaucoup rendu en performance. Donc là maintenant, sur des scénarios de valorisation beaucoup plus bas, la banque redevient intéressante, de notre point de vue. C'était un peu trop cher, mais c'est vraiment sur les valeurs qui ont plus corrigé en fait, en Europe. Donc la banque, l'énergie qui a beaucoup corrigé, pour des bonnes raisons. Mais de notre point de vue, le pétrole a atteint un peu un plancher. Donc l'énergie au sens large est redevenue attractive et c'est très défensif. La pharma est intéressante, les télécoms, enfin des secteurs très, ce qu'on appelle value, défensif quand même. Plutôt défensifs. Sur la croissance, il va falloir attendre un peu, parce qu'en fait la croissance mondiale va être sous pression. Et les valeurs de croissance, même si elles ont corrigé, elles restent quand même assez chères en relatif.
Sur les obligations, peut-on parler, avec cette forte volatilité qu'on a eue ces derniers jours, quand même de krach obligataire? Le rendement américain, vous l'avez dit, monté très rapidement. Les prix ont complètement dégringolé. Ça, c'est dans vos portefeuilles. Comment vous gérez ça? Alors, il faut bien distinguer la duration ou les obligations américaines du reste. Donc il y a eu une déconnexion assez frappante. Oui, parce que les taux de rendement les taux européens ont plutôt baissé en fait. Et donc on a clairement un mouvement de réallocation où effectivement les obligations américaines ont perdu 5%, ce qui est beaucoup. Alors, de là à parler de krach, peut-être pas, mais c'est quand même, pour le marché obligataire, c'est beaucoup. C'est préoccupant? Pas encore, mais ça pourrait le devenir. Si la tendance se confirmait, donc il y a des facteurs techniques en effet, il y a des facteurs fondamentaux. Ce qui était avant la seule valeur sans risque du monde devient une valeur où en fait il y a une prime de risque qui s'installe. Le dollar aussi évidemment joue à plein. Et il y a pas mal, vous savez, l'obligataire américain c'est l'offre et la demande. Il y a énormément d'offres, parce que l'État américain vit au-dessus de ses moyens, bon c'est pas le seul, mais émet énormément. Mais justement il y a eu 2 émissions obligataires la semaine dernière. Elles se sont bien passées. Elles se sont bien passées, il y a quand même eu moins de demandes. Oui, il y a eu moins de demandes. Elle a été plutôt domestique d'ailleurs, plutôt qu'étrangère. C'est toujours pareil. À la fin, c'est une question de prix. Donc, la dette américaine trouvera toujours un preneur. Mais la question, c'est à quel prix? Est-ce qu'elle en a les moyens? Oui. Et donc, c'est combien vous émettez et combien de gens sont prêts à l'acheter. Et on voit bien qu'au niveau international, il y a de moins en moins d'acheteurs, ou en tout cas, ils demandent un prix plus élevé, ce qui est assez logique. Donc, est-ce que 4,50 est le prix d'équilibre? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 5? Et quel va être le rôle des autorités et de la Fed là-dedans? Je rappelle que pour l'administration américaine, le taux 10 ans US est le principal agrégat suivi. Et que ce soit Bessent ou... il faut que ce soit un marché très liquide aussi, oui. Parce qu'il fait beaucoup d'opérations. Oui, mais leur premier objectif, c'est que le 10 ans US ne monte pas trop. Que le S&P baisse, c'est de second ordre en fait. Ce qui est différent de la première administration Trump. Donc, compte tenu de cela et du mandat de la Fed, je pense que les taux vont quand même être plutôt contenus à partir de maintenant. Mais ça veut dire quoi au niveau de la gestion sur ces fonds obligataires? Est-ce que ça suffit de réduire la duration des portefeuilles? Alors, nous, ce qu'on avait mis en place, c'est plutôt des stratégies de ce qu'on appelle de steepener, c'est-à-dire en fait de pontification de la courbe. C'est-à-dire que les taux courts baisseraient plus vite que les taux longs. C'est ce qui est arrivé en termes d'anticipation. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on est à un niveau où il faut racheter? Vous avez raison, on joue avec la duration, on réduit, on augmente la duration. Là, en l'occurrence, on était plutôt positionné plutôt constructif en duration, donc ça nous a coûté de l'argent, il faut être clair. C'était pas une très bonne semaine pour nos gestions sur ce paramètre-là. Ça a été meilleur sur d'autres, mais pas sur celui-là. Donc maintenant, la question fondamentale, c'est est-ce qu'à ces niveaux-là, on en remet ou pas? Bon, à 4,50, on a tendance à se dire, ça peut commencer à être intéressant de remettre sur les US, mais de manière graduelle. Ouais, donc les prix vont plus baisser et il va y avoir quelque part une intervention aussi. Sans doute. Il vaut mieux être... ça va être un peu asymétrique. C'est-à-dire que la probabilité que ça monte encore beaucoup en termes de taux est plus faible que la probabilité que ça se contracte. Sur les matières premières, là aussi c'est intéressant, vous nous avez dit tout à l'heure que le pétrole avait atteint pour vous un point bas. Ça veut dire que du coup il faut rentrer sur le marché si on n'en a pas. Oui, alors un des problèmes c'est que le pétrole, ça a été dit précédemment, il est belé en dollars. Donc nous on n'a pas une vue très positive sur le dollar, donc il vaut mieux prendre en fait des vecteurs d'investissement de valeurs européennes qui sont actifs sur les matières premières et sur l'énergie, et non pas des valeurs américaines. Parce que là, le gain que vous pouvez avoir sur le pétrole, on ne peut pas le perdre sur le dollar. Mais le pétrole à $60 est un niveau qui, de notre point de vue, n'est pas soutenable. Il va remonter. L'OPEP va réagir, parce que l'OPEP l'avait fait baisser, mais c'est sous la pression aussi de Donald Trump. Oui. L'OPEP peut dire aussi on produit moins et on peut monter les cours. En fait, pour un certain nombre de pays, et notamment l'Arabie Saoudite. $80, on dit. Voilà, $60 est un niveau qui pose un énorme problème d'équilibre des comptes publics. À un moment où l'Arabie Saoudite veut se développer différemment.
Donc 60 $, c'est juste pas acceptable pour ces pays-là. C'est aussi un niveau qui est trop bas pour qu'un certain nombre de producteurs aux États-Unis, notamment les gaz de schiste ou les pétroles bitumineux, soient rentables. C'est plutôt vers les 70 $. Donc il y a une sorte de zone, 70 et 80 $ qui est consensuelle et sur lesquels, sans doute, Américains et Saoudiens, voire d'autres pays producteurs, en Amérique latine notamment ou en Afrique, pourraient se mettre d'accord implicitement. Donc le dollar à 60, de mon point de vue, est plutôt un point bas, plutôt qu'un point... Ça ne va pas descendre plus bas, oui. Ouais. Un mot de l'or qui attend un nouveau record encore, ça n'en finit pas de monter ou il y a quand même un plafond de verre? L'or, c'est un actif très particulier, puisque c'est un actif qui ne produit pas d'intérêt, qui ne verse pas de dividendes. Donc c'est la valeur refuge par excellence, en se disant que finalement, partout dans le monde, à n'importe quel moment, l'or conservera une valeur d'échange. Ça a été le cas pendant des milliers d'années. Donc au moins, il y a ce caractère éprouvé historique de valeur refuge. Donc l'or, en fait, bénéficie d'un phénomène de diversification. Donc il y a des grandes banques centrales, et c'était public, notamment la Chine ou l'Inde, qui ont vendu du dollar pour acheter de l'or. Voilà. Donc, et là, on parle de montants quand même assez colossaux. Les particuliers aussi ont commencé à racheter de l'or, notamment en Asie. Donc c'est vraiment l'offre et la demande. Je pense qu'il y a encore de la demande, notamment de ces banques centrales. L'offre est par nature limitée, même s'il y a des gisements, etc. Mais on connaît à peu près les flux extraits des mines d'or. La perte d'or aussi, parce que bon, quand vous utilisez de l'or, c'est aussi un matériel qui est utilisé dans l'industrie. Donc au global, le marché de l'or est un peu déséquilibré. Donc la demande est grandie, l'offre est assez stable. Donc les prix pourraient continuer à monter. Bon, on avait une cible à 3300, on y est. Vous allez à la remonter? C'est une question qu'on doit se poser. Au niveau de la location, justement, entre toutes ces classes d'actifs, qu'est-ce que ça donne depuis le début de l'année? Comment vous avez rebougé tout cet ensemble? Alors, sur Action, on n'a pas trop bougé, en fait. On était déjà un peu sous-pondéré aux États-Unis. On avait des protections dans certains portefeuilles qu'on a vendus au moment de la chute. C'était une protection. Là où on a pas mal bougé, c'est l'obligataire. Et c'est vraiment là où c'était le plus dynamique. Le change, on a toujours été plutôt sous-pondéré dollar, donc on le garde pour l'instant. Et l'or, on en a et on le garde pour l'instant dans les portefeuilles diversifiés. On a de 3 à 5% qu'on conserve. Donc pas de grands changements en fait, malgré le bruit. On pense sur le long terme, il vaut mieux garder des convictions un peu fermes. Bon après, c'est sûr que le bruit peut offrir des opportunités. Mais ça dépend de votre mode de gestion. Et justement, c'est quoi le conseil que vous donneriez aux investisseurs dans cet environnement un peu compliqué, très instable? C'est de ne pas surréagir dans un sens ou dans l'autre. Et donc, si vous avez un peu de liquidité, revenir de manière graduelle dans le marché et avoir un prix moyen de revient peut être une bonne stratégie. Il ne faut pas essayer de trouver le point le plus bas et le point le plus haut, parce que ça, vous n'y arriverez pas, sauf si ce sera un coup de chance. Et puis se diversifier, toujours. Il ne faut surtout pas concentrer sur un pays, un secteur, une valeur. La diversification géographique et par secteur est extrêmement importante aujourd'hui. Et puis avoir toujours un fonds de portefeuille qui soit sûr. Alors ça peut être du monétaire, ça peut être de l'obligataire de grande qualité qu'on garde à l'échéance, des valeurs défensives avec un gros dividende, tout ce qui protège des chocs et qui sur la durée, ça permet d'avoir de plus que couvrir l'inflation, d'avoir 3, 4, 5% de rendement. Alors c'est pas mirobolant, mais au moins ça paye l'inflation et ça donne comme ça cette espèce d'amortisseur en cas de choc. Donc avoir vraiment cet étagement de portefeuille entre une partie... Et qui doit faire combien du portefeuille? Alors ça dépend de votre âge aussi, si vous êtes proche de la retraite ou pas. Risque, oui. Plus vous êtes proche de la retraite et en décumulation, il vaut mieux que ce soit plutôt vers les 70% du portefeuille. Si vous êtes jeune, prend plus de risques. Et là, la partie sécurisée doit être 30% par exemple. Donc ça dépend vraiment de... Et puis également de votre propre sentiment, parce que la capacité à accepter ou à tolérer des pertes latentes est très différente d'une personne à l'autre.
Oui, et effectivement, il faut vivre avec ça, surtout en ce moment, en regardant son portefeuille tous les jours. Merci beaucoup, Vincent Mortier, directeur donc, des gestions du groupe Amundi. Merci d'être passé par Ecorama. Merci.